Bonjour. Alors je me présente, je m'appelle JD, je tiens une chaîne YouTube qui s'appelle Asclepios et je parle d'histoire de la médecine. Et aujourd'hui, je vais vous poser une question assez simple. Est-ce que vous êtes déjà tombé malade? Non. Menteur. Évidemment, on est tous tombés malades. Et au Moyen-Âge, quand on tombait malade, c'était un petit peu galère. Hein, parce qu'il fallait aller voir un médecin. Et le médecin, en fait, ça n'a pas exactement la même gueule. En fonction de vos revenus et en fonction de votre statut social. Hein. Globalement, le médecin, il se représente sous plusieurs formes, c'est-à-dire il y a plusieurs types de choses qu'on va appeler un médecin. Déjà, ça ne s'appelle pas un médecin, ça s'appelle un mire ou une miresse. Ou avec sa variation, la mie, le miège, quand vous situez en occitan. Le mire, c'est le médecin, mais ça représente énormément de choses. Ça peut être l'archiatre, c'est-à-dire le médecin de cour, médecin pontifical ou médecin royal, qui est un mec éminemment prestigieux, issu d'une lignée bien classe. Des fois, il peut être anobli. Des fois, quand il est juif, on est au Moyen-Âge, hein, on n'aime pas trop ça, mais on oublie un petit peu qu'il est juif. On dit, bah, c'est pas grave. Voilà, s'il a des origines un peu bizarres, on les évite. On dit qu'il est un peu catholique dans le fond, mais globalement, on peut oublier tout ça. Hein. Vous avez également les auteurs, les traducteurs, ceux qui font des bouquins médicaux. La différence entre un auteur et un traducteur est assez complexe au Moyen-Âge. C'est-à-dire que le mec qui traduit un bouquin de quelqu'un, il fait un peu ce qu'il veut avec. Il écrit des trucs, s'il pense quelque chose, s'il veut corriger quelque chose, voilà. C'est comme si vous aviez Harry Potter, mais le mec il dit non, mais en fait, c'est pas des sorciers, c'est des dragons, et c'est super. Et puis, il fait un peu son blast comme ça se passe bien. Donc, il y a ces auteurs médicaux sont également des mires, c'est considéré comme des médecins, mais c'est quand même très très prestigieux. Ensuite, vous avez globalement ceux qui s'adressent un petit peu plus à la populace. Et au début du Moyen-Âge, le médecin, c'est un moine. Plus exactement, c'est un moine bénédictin. C'est-à-dire, c'est des médecins. Les médecins, c'est tout d'abord des gens qui, quand vous êtes dans la galère, quand vous vous sentez pas bien, ils vous accueillent dans le monastère, ils vous donnent un endroit chaud, un endroit où dormir et à bouffer. Et ça sauve des vies. Globalement, la plupart des maladies que vous avez, c'est lié à la dénutrition. Donc globalement, si vous avez un petit peu à manger et qu'on s'occupe de vous, voilà, même si on ne vous file pas des antibiotiques, ça se passe déjà beaucoup mieux. Donc, le médecin, à la base, c'est d'abord un clerc, c'est-à-dire c'est un religieux. Et globalement, les religieux vont assurer cette mission jusqu'au XVIIIe siècle, hein, avec des diminutions par la suite, mais ça, on y reviendra. Le mire, c'est également... on va y revenir. C'est également le juif. Parce que les médecins juifs, ils jouissent d'une excellente réputation pour une raison assez simple, c'est qu'on a tendance à penser qu'ils sont familiers avec la Kabbale, avec les trucs mystiques, avec font un peu la sorcellerie, tout ça. Donc ça a tendance à plaire au bas peuple. Et c'est des gens qui sont extrêmement influents, notamment dans la péninsule ibérique et dans le sud de la France. On considère que, ouais, il y a bien 30% des médecins, parce que le reste c'est quand même des clercs, il y a bien 30% des médecins dans le sud de la France qui sont des médecins juifs, qui bénéficient d'une énorme réputation. Et ça ne fait pas très plaisir quand même au clergé. Vous avez également les vendeurs d'amulettes, pardon, pas d'allumettes, parce que ça ne sert à rien. Les vendeurs d'amulettes, tout ce qui est objet ésotérique, tout ce qui est un peu mystérieux, ça s'appelait bien. Mais globalement, en France, quand on est du bas peuple, c'est une médecine très traditionnelle qu'on va utiliser et qui va faire force à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est la guérisseuse du coin, un vieux mec qui s'occupe, dont on sait qu'il peut couper la douleur ou quelque chose comme ça. C'est surtout ces vieux mecs-là qui vont avoir une grosse influence à ce moment-là. Hein? Donc, ça vous pose un petit peu le cadre de ce que peut être le mire. Vous avez également des praticiens itinérants. C'est-à-dire des mecs qui vont aller se balader de ville en ville et qui ont une spécialité, typiquement les ophtalmos. Hein, ça ne s'appelle pas les ophtalmos, c'est les eye doctors, les docteurs des yeux. Et le docteur des yeux, il va venir vous soigner de vos pathologies des yeux. Mais un spécialiste médical, c'est pas très bien vu à l'époque. Hein, contrairement à maintenant, là vous allez voir un ophtalmo, un cardiologue, c'est hyper classe. Là, globalement, si vous allez voir un spécialiste, c'est que c'est plutôt un naze. C'est-à-dire, il ne sait pas faire la médecine générale, il ne connaît pas toutes les arcanes de la médecine. C'est plutôt un mauvais, c'est plutôt signe du mauvais prestige, le mec qui fait juste ça à la volée. Donc voilà un petit peu
pour vous donner un ordre d'idée de tout ce qu'il peut regrouper. Ça, en plus des apothicaires, des chirurgiens barbiers qui sont un petit peu vus comme ça c'est le panorama de ce qui peut être considéré comme un médecin au Moyen-Âge. Donc ça vous pose déjà un petit peu le truc. C'est une définition qui est complexe, d'une part. Mais on va essayer de voir sur les représentations. Sur les représentations qui sont faites au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, le médecin, c'est d'abord un mec qui observe des trucs. C'est-à-dire qu'il utilise son sens de l'observation pour déduire quelque chose. C'est pas juste un littéral qui applique une doctrine, c'est un mec qui observe. Donc il est représenté en général avec une longue robe rouge, un bonnet, des besicles, c'est-à-dire des lunettes de l'époque, pour bien montrer que ce qui est important pour lui, c'est de voir. Et il a toujours à la main un urinal. Dans toutes les représentations à partir du XIIIe siècle, systématiquement, le médecin, il tient un urinal qui regarde à la lumière du soleil, comme ça. Avec un mouvement, souvent, où il cache un petit peu ses yeux. C'est difficile parce que je tiens le micro, mais il cache un petit peu ses yeux pour pouvoir bien voir l'urinal et pour analyser tout ça. L'observation des urines, même si ce n'est pas quelque chose qui est décrit dans l'Antiquité, c'est quelque chose qui est prépondérant dans la médecine médiévale. On décrit tout sur les urines. Combien vous en faites? Quelle couleur elles ont? Est-ce qu'il y a du sang? Des concrétions? Est-ce qu'elles sont mousseuses? Est-ce qu'elles sont plutôt solides? Est-ce qu'elles sentent mauvais? Est-ce qu'elles sentent bon? Quel goût elles ont? Tout va être analysé sur les urines. Ils ont même des petits parchemins qui tiennent à la ceinture pour avoir une espèce de référentiel pour dire alors si l'urine est verte, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche? Qu'est-ce que ça dit sur ta vie? C'est extrêmement important d'avoir tout ça. Parce que vous, ce que vous faites en allant chez le médecin, c'est que vous lui amenez vos analyses sanguines, vous lui amenez vos radios, et vous dites, alors docteur, qu'est-ce que ça veut dire? J'y comprends rien. Eh bien, c'est à peu près pareil. Si vous voulez qu'on sache ce qui se passe dans votre corps, alors qu'on ne peut pas vous faire de radio, parce qu'on est au XIIIe siècle, il ne faut pas déconner non plus, vous êtes obligé d'amener vos urines pour que le médecin les inspecte. Pareil, vous amenez vos selles, le médecin les inspecte. Vous pouvez amener vos vomissures, le médecin les inspecte, mais il trouve ça dégueu. C'est toujours pareil aujourd'hui. Donc voilà. Vous pouvez avoir tout ce genre de choses. Et le médecin, il est observateur sur ces signes cliniques, mais il est aussi observateur pour trouver des traitements. Et c'est là où la ruse du médecin devient un petit peu... il est dans la recherche, quoi. Donc, le médecin, pour rechercher le traitement adapté pour son médecin, enfin pour son patient, il va utiliser ce qu'on appelle la théorie des signatures. C'est-à-dire que dans la nature, vous avez des interventions divines, des choses, des signes qui vous disent ça pourrait être utile pour en faire un médicament. Et typiquement, vous allez avoir la coquille de noix. Coquille de noix, pourquoi la coquille de noix? La coquille de noix, ça ressemble à un crâne. Ça ressemble à un crâne, c'est un peu la même gueule que le crâne, c'est tout rond, tout ça. Et quand vous ouvrez à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des cerneaux de noix. Et les cerneaux de noix, ça ressemble à un cerveau. Et donc, du coup, on va utiliser la noix pour soigner tout ce qui est traumatisme crânien, épilepsie, tout ça. Voilà. Et on va utiliser cette logique un petit peu pour à peu près tout ce qui vient vers nous. Et des fois, quand on trouve qu'une plante est bien utile, qu'elle marche bien, par exemple, sur la fièvre, on va dire, ouais, mais c'est parce qu'elle ressemble un petit peu à, je sais pas, c'est un peu chaud, tout ça. Enfin, voilà. Donc, tu bases un petit peu ta réflexion là-dessus. Et le médecin, contrairement à ce qu'on peut penser au Moyen-Âge, c'est pas juste un mec qui fait rien, qui a pas une analyse clinique. Le mec examine les gens, il examine également leur pouls. Il va vous dire, et le pouls il est fluent, il est arythmique, il est rythmique, tout ça. Et il considère que c'est un peu le souffle de la vie. Pareil pour la respiration. Il va regarder votre respiration. Si vous respirez vite, c'est pas bon. Si vous respirez lentement, c'est pas bon. Si vous respirez normalement, c'est pas bon. Enfin voilà, globalement, le mec se débrouille avec un petit peu ce qu'il a. Donc après, la véritable question qu'on se pose, c'est mais comment on devient médecin? Pour appréhender ces choses, pour devenir balèze, pour devenir performant. Comment est-ce qu'on arrive à devenir médecin? Eh bien, à la base, il faut faire moine, parce que c'est comme ça que ça marche. Mais au fur et à mesure, si vous voulez, le pape, il en a eu un peu marre que les moines bénédictins commencent à se faire sauvagement de la maille sur la population en monnayant des soins. C'était pas très bien vu à l'époque. Donc il a émis des bulles papales en disant « Bon, le prochain moine que je vois soigner quelqu'un, je le déglingue ». Voilà, donc ça a mis 2 siècles quand même, parce que c'était un peu compliqué, mais
ils ont inventé ce qu'on appelle les universités de médecine. Et dans les universités de médecine, on étudie la médecine. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que le savoir, pour comprendre comment s'articule le savoir, il faut comprendre l'importance vers le XIIIe siècle, quand on commence à éditer ces universités de médecine. Ces lieux de savoir, entre guillemets, ces universités, elles vont se fonder sur des écrits qui sont considérés comme sacrés, limite mythologiques, hein, c'est-à-dire c'est extraordinaire, c'est le mieux qu'on peut faire. Ce sont les écrits des anciens Grecs. Parce que la médecine antique, la médecine grecque, qui est faite par Hippocrate, par Galien, c'est quelque chose qui va être considéré comme le top of the pops. Tu peux pas faire mieux que ça. C'est les mecs qui étaient à un niveau de performance intellectuelle vénère. Ouais, ils étaient hauts, comme ça. Le problème, c'est que quand l'Empire romain d'Occident s'est fait bolosser la tête par les Germaniques, tout ça, ça a été un peu perdu. Quand il y a eu des chrétiens vénères qui ont dit, de toute façon, les philosophes grecs, on les vomit et on ne veut plus en entendre parler, ben, on a un peu perdu ces textes. Et puis, quand les Byzantins ont commencé à expulser les philosophes grecs, notamment avec les édits justiniens qui ont viré tous les nestoriens, eh ben, les philosophes grecs, ils se sont barrés en Perse. Perse qui s'est fait envahir par les Arabes. Arabes qui ont envahi la péninsule ibérique et qui ont rapporté des textes traduits de tout ça pour pouvoir servir de référence. Donc vous avez des textes de Galien qui sont écrits en langue grecque, traduits en syriaque, en farsi, en arabe, en castillan ou en hébreu, et au final retraduits en latin. Je ne sais pas si vous avez essayé de prendre une phrase, de la mettre dans Google Doc et de la mettre dans toutes les langues et de revoir ce que ça donne après. Donc, il y avait des erreurs de traduction. Surtout, je vous rappelle que les auteurs médicaux sont un peu YOLO quand même sur ce qu'ils interprètent, sur ce qu'ils lisent. Et c'est pas exactement littéral. Donc, vous avez plein d'erreurs de traduction, plein de conneries, plein d'ajouts, plein de machins. Donc, le texte de Galien, c'est un peu du texte modifié. Et déjà, c'était pas non plus terrible à l'époque. En plus, les manuscrits que vous avez de tout ça, ils sont pas de très bonne qualité. Hein, le papier, ça arrive moyen, tu vois. Et ces manuscrits sont de très mauvaise qualité. Ils sont rongés, il manque des pages, ils sont pas top, il y a des erreurs de traduction partout, c'est pas GG. On considère aussi qu'ils sont pas très nombreux. Allez, juste à la volée, une bibliothèque royale de France, par exemple, au XIVe siècle, qui contient des milliers de bouquins, des milliers de manuscrits. Combien ça contient de bouquins, à votre avis? De médecine? 42? Pas loin. 10? 25? 52, oui. 13 bouquins. 13 manuscrits dans une des bibliothèques les plus importantes d'Europe. Sont des manuscrits médicaux. C'est pas beaucoup. Dans une université de médecine, si on a 3 manuscrits, c'est cool. Si vous avez un manuscrit dans une famille, c'est une famille riche. Il faut bien comprendre qu'un manuscrit médical, enfin vous n'avez pas l'imprimerie, vous n'avez pas ce genre de truc, un manuscrit médical, c'est du savoir, c'est un truc merveilleux, et ça coûte bien le prix d'une belle demeure à l'époque. Imaginez votre bouquin de médecine, votre Larousse médicale, que vous allez banquer 200 000 à 300 000 balles à Leclerc. C'est... bon, voilà quoi, donc on y fait gaffe aux manuscrits médicaux. Donc quand on monte les universités, on base tout notre savoir sur ces manuscrits qui sont considérés comme des textes sacrés, c'est-à-dire ce que dit Galien sur la physiologie, l'anatomie. Globalement, on va essayer de pas trop le remettre en question, mais on va annoter ces textes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les auteurs médiévaux vont rajouter des petites notes, des petites annotations, des « moi j'aurais pas fait comme ça », peut-être c'est mieux de faire comme ça, si tu fais bouillir avant ça marche mieux, voilà, ça il faut pas trop le faire, ça je pense que c'est une erreur de traduction parce que je l'ai fait 2 fois, le mec il est mort. Voilà, donc le texte, entre guillemets, c'est pas un texte qui est sclérosé, c'est pas les mecs qui lisent la Bible, les mecs ils ont une interprétation et ils vont faire tout ça. Et en plus, ce qui marche beaucoup, entre guillemets, c'est qu'il y a un compagnonnage. Vous avez toujours un maître et des élèves, et le maître va transmettre sa connaissance aussi. Donc on n'est pas sur une médecine qui est complètement sclérosée, on a une espèce de dogme, de gros dogme, hein, qui va être annoté, interprété par les différents maîtres, mais qui vont pouvoir transmettre. Et c'est un savoir dont vous pouvez accéder. L'université est à ouverture libre, à une condition importante, c'est que vous soyez un homme, parce que c'est le Moyen-Âge,
que vous soyez catholique et que vous soyez célibataire. Parce qu'on considère grosso modo que le médecin doit avoir des bonnes mœurs. Hein, il n'est pas censé défourailler tout ce qui bouge, il n'est pas censé faire de ce genre de trucs, donc il est vécu comme un clerc, pas comme quelqu'un qui va convertir des trucs, mais comme un clerc quand même. Donc la conception du médecin, c'est ça. Et le rapport au médecin, de toute façon, auprès de la femme, il est pas jojo, hein, si vous voulez mon avis. C'est-à-dire que la médecine, c'est fait par les hommes, pour les hommes. La grossesse, c'est une maladie. Les femmes qui ont des règles, bon, ça empoisonne les vaches, ça fait ternir les miroirs, et si le mari en ingère par erreur, ça peut lui donner des maladies graves. Donc, globalement, la femme, on l'approche pas, sauf avec un bâton. Et quand vous guidez un accouchement, le mec, il touche à rien, hein. C'est les sages-femmes qui font, et le médecin, tourne un peu là, comme ça. Allez, continue, ça, c'est bien. Mais globalement, les mecs s'en tapent un petit peu. Hein. La bonne femme, c'est quand même pas très très bien vu au Moyen-Âge. C'est vraiment un truc très viriliste, tout ça. Et avec ça, j'ai perdu un petit peu mon plan. Donc, où est-ce qu'on en est? Donc, oui, la structure des études de médecine, c'est assez simple. C'est-à-dire que vous vous inscrivez à l'université de médecine. Les plus prestigieuses en France, c'est Montpellier et Paris, dans cet ordre. Désolé pour les Parisiens. Vous avez des universités à Padoue et à Bologne, qui sont extrêmement performantes. Et vous avez son émolument, c'est-à-dire la première, c'est l'université de Salerne, qui se situe au Mont Cassin, qui est en Italie, et qui est un petit peu la base de tout ça, notamment parce qu'ils ont récupéré des textes arabes qui ont servi de référence. Bon, les textes arabes, entre guillemets, c'est les premières traductions, et les médecins arabes avaient accès aux traductions les plus pures grecques, donc on considérait qu'elles étaient bonnes, jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, parce que le médecin arabe, il a quand même un inconvénient assez majeur, vers le 11e, 12e siècle, c'est qu'il est arabe. Et je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'on a fait aux musulmans, globalement, pour essayer de les dégager de Jérusalem, mais globalement, on n'est pas ultra en bon terme avec eux. Donc les médecins arabes, vous avez des mecs comme Ibn Sina, qui sont des grands auteurs, qui ont fait un canon, eh ben on va changer leur nom, latinisons-les. Ibn Sina, ça deviendra Avicenne. C'est quand même vachement plus classe, ça fait un peu plus sérieux, quoi. Et on va dire, bon, il s'est converti tardivement, hein. Enfin, toutes les représentations, il a un turban, mais il s'est converti, globalement, il se trimballe avec des grosses croix, voilà. C'est un peu comme ça qu'on se représente le truc. Donc, l'université, vous pouvez y aller, à ces conditions, et à chaque fois que vous passez un truc, à chaque fois que vous faites les études, il faut mettre un petit billet. C'est-à-dire, si vous passez votre licence de médecin, une belle pièce, quoi. Enfin, une belle pièce, quoi, quand même. Hein. Donc, il faut payer à chaque fois. Vous pouvez passer votre licence pour avoir l'autorisation d'exercer, une maîtrise pour, entre guillemets, pouvoir passer les thèses, un doctorat pour être docteur et pouvoir porter le petit chapeau. C'est très important, le petit chapeau, parce que c'est très très important comment vous vous sapez au Moyen-Âge. Parce que le vêtement est signifiant au Moyen-Âge. C'est-à-dire que ce que vous portez, la tenue que vous mettez, signe votre rôle social. C'est-à-dire que si vous êtes teinturier, vous sapez teinturier. Avec des sapes de teinturier. Si vous êtes teinturier-chef, vous avez un petit truc en plus. Et bien si vous êtes médecin, vous avez droit à la grande robe, qui est hyper classe, et vous avez droit au petit chapeau si vous êtes docteur. Et si vous êtes maître régent, vous avez droit à des petits attirails en plus. Enfin bref, c'est génial. Donc c'est bien organisé. Donc au final, on a une médecine qui est à la fois basée sur l'observation clinique, c'est-à-dire qu'on observe les malades, mais également sur des textes qui sont très importants, qui sont fondateurs véritablement de l'art médical et qui vont être assez peu remis en cause. Et pour vous donner une idée, entre guillemets, de comment on conceptualise la médecine à ce moment-là, je vais vous citer deux théories qui semblent un petit peu importantes. Vous avez la théorie des humeurs. Hein, vous avez entendu parler de la théorie des humeurs. Vous avez 4 humeurs, comme 4 jauges à l'intérieur de votre corps, avec le sang qui vient du cœur, parce que le sang est fabriqué par le cœur, la bile qui est fabriquée par le foie, le flegme, qui est plus ou moins fabriqué par le cerveau, et qui représente tous les liquides à peu près transparents qui peuvent sortir de votre corps. Transparent ou blanchâtre. Sperme et lait exclus. C'est autre chose, hein, voilà, mais tout ce qui est larmes, salive, liquide céphalorachidien, tout ça c'est du flegme. Et vous avez l'atrabile, qui est une sorte de bile noire, ça s'appelle la mélancolie.
Alors ça je sais pas, a priori ça vient de la rate, mais on l'a pas retrouvé jusque là, c'est dommage. Donc ces 4 humeurs en gros, elles sont réparties comme ça, et si vous acquérez un état de mauvaise santé, c'est probablement qu'il s'est passé quelque chose de mauvais dans votre corps. Hein, que quelque chose s'est pas bien passé, qu'il y a un déséquilibre au niveau de ces humeurs, qu'il y a trop de sang, qu'il y a trop de bile, ou qu'il y a quelque chose comme ça. Donc il va falloir rééquilibrer les humeurs. Mais il faut savoir que les humeurs, elles sont associées à plusieurs paramètres, c'est-à-dire qu'elles sont plus ou moins chaudes ou froides, humides et sèches, et associées à des points cardinaux, par exemple, des trucs qui sont plus sud, plus nord, plus machin. Il y a des éléments, c'est-à-dire il y a des trucs qui sont plus le sang c'est feu, le flegme c'est eau, terre, vent, tout ça. C'est aussi associé au Christ, c'est-à-dire aux quatre éléments du Christ. Donc il faut que ça rentre, il faut que tout rentre avec les conjonctions astrales, avec l'astrologie, avec le positionnement des planètes, avec les phases de la Lune. Donc vous ne pouvez pas faire votre saignée, vous ne pouvez pas faire votre traitement n'importe quand, n'importe comment. Il y a des moments dans la vie où on ne peut pas faire de saignée, notamment si vous êtes enceinte, si vous êtes tout vieux ou si vous êtes tout moisi. Heureusement, ils ont dû se rendre compte que ça ne marchait pas très bien. Donc voilà, donc il y a des moments, des phases lunaires, des moments dans l'année. Vous ne pouvez pas le faire à l'automne, vous ne pouvez pas le faire l'hiver. Attention, faut faire gaffe, on ne purge pas le mec à ce moment-là. Donc c'est très complexe et c'est dans l'importance du Moyen-Âge, si vous bien comprendre la pensée du Moyen-Âge, que tout soit intégré, que tout réponde à une espèce de logique universelle. Et votre corps humain répond aussi à cette logique universelle. Vous avez également la théorie des miasmes. En gros, toutes les épidémies qui vous arrivent, c'est la Terre qui renvoie à des émanations pestilentielles, des trucs qui sentent mauvais. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a tout un territoire qui est tout bouffé. Hein, donc, ce qu'on fait, c'est que à ce moment-là, quand vous vous retrouvez avec une épidémie comme ça, on isole les mecs parce qu'ils sentent mauvais et on parfume leur demeure. Comme ça sent moins mauvais et du coup, les émanations pestilentielles, elles vont mieux. Et on évite d'envoyer les mecs qui sentent mauvais à d'autres endroits pour éviter d'infecter la Terre ailleurs. Donc ça, c'est la théorie des miasmes, mais c'est celle qui va prédominer pour expliquer toutes les épidémies. Bien sûr, c'est complètement faux, hein, mais c'est un peu comme ça qu'on conceptualise la médecine. Donc, j'ai parlé longtemps, mais pour conclure, cette médecine-là, c'est la médecine comme on la conceptualise au Moyen-Âge. Elle va évoluer à la Renaissance sur 3 axes qui vont être très importants. Le premier, c'est l'apparition de l'imprimerie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous imprimez les bouquins, où vous arrivez à avoir du savoir de plus en plus pur et que vous traduisez les bouquins en langue commune, vous avez un accès au savoir qui est démultiplié et donc vous allez pouvoir faciliter un petit peu les échanges et la remise en question de ce dogme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est l'influence des chirurgiens qui vont ouvrir des mecs et qui vont découvrir que y a des trucs qui se passent à l'intérieur du corps et que les trucs qui se passent à l'intérieur du corps influent. Parce qu'on disséquait déjà des gars, mais c'était juste pour décrire les structures anatomiques, on s'en foutait. Hein. Globalement, le lien entre la pathologie et ce qu'on ouvre, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer autour de ça. Donc, cette médecine, elle va véritablement avancer sur ces points-là et à la Renaissance. Mais je pense que je vous ai donné un bon exemple de ce que c'était, c'est-à-dire c'est une médecine qui est très basée sur le texte, mais qui est également très clinique et qui reste clinique au final et auprès du patient. Et c'est au final ce qui est très bien. Voilà. Mais écoutez, on va conclure là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, de toute façon. Je vous fais plein de petits bisous. Barbie. Merci à toi, camarade.